Salaryman en costume, dans un train bondé le matin, débordé par le travail le jour et morceau effondré sur le sol la nuit. Pourtant, derrière ces photos à l'apparence grotesque, se cache une réalité bien plus dure à avaler que quelques gorgées d'alcool. Oxymos, 3 fois moins de chômage au Japon par rapport à en France. Environ 200 000 étrangers qui chaque année parviennent à trouver du travail au Japon, ainsi qu'une sécurité et une qualité de vie au quotidien plus qu'élevée. Avec tous ces arguments, venir vivre au Japon semble être une très bonne idée et c'est même peut-être votre objectif. Mais au-delà de l'intégration, l'apprentissage de la langue, les différences alimentaires ou encore le choc culturel, il y a un élément qui est dévastateur. Il s'agit de la culture japonaise du travail. Vraiment, j'ai tendance à dire cyniquement que si le Japon propose des services aussi efficaces comme les restaurants, les combini ou encore les transports, c'est pour compenser la catastrophe que vivent la plupart des Japonais, c'est-à-dire leur boulot. En théorie, pour un salaryman au Japon, c'est 40 heures par semaine, mais ça c'est bien sûr sans compter les heures supplémentaires. Avant, il n'y avait absolument aucun plafond, mais depuis quelques années, le Japon a imposé une limite à 100 heures par mois. Sauf que ça, bien sûr, c'est quand elles sont déclarées. On parle alors de shachiku, littéralement ça veut dire esclave d'entreprise. C'est le mot qui malheureusement résume le plus la situation de nombreux Japonais. Le terme a été popularisé dans les années 90 au Japon, mais il est encore cruellement d'actualité. On le voit d'ailleurs avec la récente explosion de contenu mettant en scène des Japonais dans leur quotidien, métro, boulot, dodo, c'est-à-dire la vraie vie des salaryman. Ça suit une DA bien particulière, des hommes en costume cravate, sans visage apparent, qui décrivent une voix IA ou avec du texte, des règles stupides de leur entreprise, une hiérarchie qui les harcèle, des repas sur le pouce et leurs heures supplémentaires interminables. Tout ça bien sûr avec pour seul échappatoire l'alcool qui est servi dans les beuveries obligatoires. C'est ce qu'on appelle les nomikai et où comprenez que tous les aspects de la vie d'un salaryman est régulé par le travail. Pour les femmes, c'est également un lot de règles absurdes et bien absurdes. On a bien sûr le maquillage obligatoire, la hauteur des talons réglementaires, ou même le fait de ne pas porter de lunettes. Et le plus vicieux, c'est que rien de tout ça n'est imposé par la force. Non, c'est imposé par l'ambiance. C'est toujours un peu la même idée qui ressort dans la culture japonaise, le fait de faire comme tout le monde. C'est comme ça qu'on va entendre des phrases comme ou encore c'est comme ça que dans de nombreuses entreprises, le véritable contrat, ce n'est pas celui que tu signes, mais celui que la pression t'impose. Quand j'ai dit que je voulais prendre un congé, on m'a répondu que ce n'était pas possible. Comme la loi nationale autorise les congés, quand j'ai insisté, on m'a alors menacé de mettre mon nom sur une liste noire si je quittais cette entreprise. Cet homme que j'ai eu la chance d'interviewer, il a travaillé dans ce qu'on appelle une Black Company, Black Kigyo. Ce sont les entreprises qui abusent du système japonais pour appliquer des conditions de travail infernales à leurs employés. Pas de bureau, aucune mission claire, harcèlement constant de la hiérarchie, et bien sûr, toujours et encore, les horaires interminables. Et malheureusement, cette personne que j'ai interviewée, ce n'est clairement pas un cas isolé. En 2023, 38,6% des Japonais dans le monde du travail disent avoir connu une Black Company ou être encore dans l'une d'entre elles. Et je suis sûr qu'en entendant tout ça, certains se disent « Oh mais moi jamais je me ferais marcher dessus, je me serais rebellé avant, j'aurais juste démissionné !» Vous vous doutez bien que la réalité au Japon, elle est pas si simple. Il y a ce quelque chose qui fait que les Japonais restent coûte que coûte dans leur entreprise, même si elles sont excessivement toxiques. Pourtant, le chômage au Japon est seulement à 2,6% et le ratio offre active sur demandeurs en octobre 2025 est de 1,18. Concrètement, ça veut dire qu'il y a plus d'offres d'emploi que de demandeurs, donc l'employé devrait avoir l'avantage dans cette situation. Alors pourquoi les Japonais ne quittent pas ces Black Company? Pourquoi les Japonais continuent de faire des heures supplémentaires au-delà du règlement alors que c'est strictement illégal? Pourquoi les Black Company ne sont pas dénoncées? Pourquoi les femmes sont éjectées de force du monde du travail? Et pourquoi certains Japonais travaillent jusqu'à la mort, le karoshi, mort par surmenage? Alors si vous voulez comprendre pourquoi dans la plupart des cas la culture d'entreprise au Japon est un enfer à ciel ouvert, vous êtes au bon endroit. Le repas du salaryman, symboliquement, ça a toujours été une pièce de 500 yens. Mais aujourd'hui, avec l'inflation, on est plus sur 700 yens. Les restaurants et les livraisons, forcément, même au Japon, c'est plus cher. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à cuisiner chez soi. Alors oui, je vous avoue, je n'ai pas de don de cuisine exceptionnel. Néanmoins, il y a non seulement une recette extrêmement facile et simplifiée à l'arrière pour vraiment vous expliquer comment faire, mais c'est aussi parce qu'au bout d'un moment, à force de répéter les mêmes choses, les manières de découper, les manières de préparer, les manières de cuire, les manières de bouillir, bah tu sais faire des trucs toi-même. Premier réflexe quand j'ai les champignons, maintenant, c'est de les égoutter. Alors là, ce que je prépare, c'est une recette penne forestière. Mon code te donne le repas à moins de 3 € par personne sur la première box, mais surtout en ce moment, HelloFresh t'offre le dessert à vie. Voir un petit peu. Lava cake, tiramisu, mousse à la pistache, crumble, tant que tu restes abonné, tu as le droit à un dessert offert dans chaque box. J'ai mes champignons, ensuite l'ail et l'oignon. Les penne. C'est ajouté. Petit conseil que je vous donne, à chaque fois qu'ils mentionnent de faire cuire des aliments, mettez ça pas dans une casserole mais dans un wok, parce qu'en fait généralement ils aiment bien tout mettre dans le même ustensile à la fin, donc ce wok là est très pratique. Voilà.
il y a une sauce pesto champignon, ça va donner tout le goût. Et voilà mesdames et messieurs, le résultat. Écoutez, c'est juste des pâtes forestières, mais ça marche très très bien. C'est pas mal du tout, genre. Avoir un maximum d'expérience, de lignes sur son CV, c'est toujours un plus lorsqu'on veut obtenir un emploi. Mais au Japon, ça peut aussi se retourner contre vous. Avoir juste une ligne de plus sur son CV peut se révéler catastrophique pour son avenir. Félicitations, vous avez votre diplôme. Vous êtes diplômé de la Waseda University en journalisme. Vous rêvez de rentrer dans une des entreprises d'édition les plus réputées du Japon. Et vous obtenez le Saint Graal. Vous rentrez à la NHK, Nippon Hoso Kyokai. C'est la chaîne de TV japonaise. Mais en vérité, ce n'est pas vraiment une surprise. Cela fait déjà 1 an que vous avez obtenu un nante, c'est-à-dire une promesse d'embauche. Vous arrivez pour la première fois au travail et vous voyez qu'à l'intérieur du bâtiment, il y a des dizaines de profils en col blanc, tout comme vous, fraîchement diplômés. Au Japon, c'est ce qu'on appelle le Shinsotsu Saiyo, le processus de recrutement des nouveaux diplômés. Il se produit à un seul moment de l'année, le 1er avril, la date qui marque le début de l'année fiscale au Japon. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'au Japon, la rentrée est en avril et pas en septembre. Bref, les grosses boîtes japonaises embauchent des légions de nouveaux diplômés, privilégiant le potentiel individuel et la motivation de chacun, plutôt que les compétences et l'expérience, puisqu'ils n'en ont tout simplement pas encore. C'est vraiment top comme mentalité et ça permet d'obtenir des statistiques comme celle-ci. Pour les universitaires diplômés en mars 2025, 98% d'entre eux étaient déjà embauchés en avril 2025. Alors oui, c'est sûr que vis-à-vis du système français, ça fait clairement rêver. Surtout quand on voit qu'on est à peine à 60% de taux d'embauche chez les étudiants dans les 6 mois suivant le diplôme. Sauf que vous allez voir que ce système au Japon, eh bien, il est à double tranchant. Vu qu'en sortant de l'université, vous êtes littéralement une feuille vierge de tout, eh bien l'entreprise peut vous formater de A à Z. C'est pour ça que pendant plusieurs mois dans l'entreprise, vous n'allez tout simplement pas travailler, vous allez continuer à prendre des cours. Vous allez recevoir une formation assidue et complète en 2 parties, le Off-JT et le OJT. Le Off-JT, c'est Off the Job Training, en gros vous n'êtes pas sur le terrain. Ce sont littéralement des cours de l'entreprise, donc tu vas prendre des notes comme si tu étais dans un amphi. La seule différence c'est que là cette fois tu apprends des choses vraiment très internes à l'entreprise. Et le deuxième, le OJT, donc On the Job Training, c'est l'exact opposé. Tu apprends en conditions réelles avec directement un senior qui te manage. Et généralement c'est un senior pour plein de juniors. Donc ça ce sont les 2 parties de la formation. Mais il y a aussi un autre objectif, c'est celui de créer des liens d'amitié entre les personnes de la même promotion. Et il y a aussi un autre objectif, c'est celui de créer un sentiment de fidélité chez les nouveaux employés envers l'entreprise. Parce que oui, au Japon, traditionnellement, ça change un peu, mais traditionnellement, on fait toute sa vie dans la même entreprise. Mais alors, maintenant que vous avez votre formation complète, eh bien vous allez avoir une mauvaise surprise. Oui, dans 31,4% des cas, ce n'est seulement qu'au terme de cette formation que les nouveaux employés vont être affectés à un département. Et très souvent, il n'a absolument rien à voir avec votre domaine d'études. Ah vraiment, tu peux faire des études en journalisme et te retrouver à la compta. Oui, c'est totalement possible au Japon. Tout ça parce que pendant les sélections, eh bien votre domaine de travail, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est important, c'est le nom de l'université. C'est ce qu'on appelle le Gakureki Filter, le filtre selon l'université. Par exemple, Todai, c'est la crème de la crème, alors que l'université de Kanagawa, c'est un petit peu moins bien. Alors maintenant vous dites non mais en fait moi travailler à la compta c'est pas mon truc, j'ai fait des études en journalisme, je veux pas faire de la compta toute ma vie. On vous dit bien sûr que ce sera pas possible de changer avant un bon paquet d'années, donc vous dites bon bah j'ai pas envie d'attendre, je veux changer d'entreprise. Et c'est là où les emmerdes commencent. Je vous rappelle que nous ne sommes plus le 1er avril et donc que le Shinsotsu, la période de recrutement, est déjà passée. Vous avez déjà été formaté par une autre entreprise, donc votre valeur sur le marché du travail chute brutalement. Si je dois dire ça de manière très crue, vous n'êtes plus vierge et donc du coup vous avez perdu de la valeur. Parle d'entreprise. Et ça nous donne aussi un autre élément de réponse de pourquoi les Japonais ne démissionnent pas, même lorsque la situation est dure dans leur entreprise. C'est parce que leurs chances de trouver un autre travail sont considérablement réduites. Mais pourtant, on a bien dit tout à l'heure qu'il y avait plus d'offres que de demandeurs. Alors, c'est incohérent. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord étudier les 5 grandes catégories de contrats de travail au Japon. On a le Seishain, qui est l'équivalent du CDI, le Keiyakushain, qui est l'équivalent du CDD, le Haken, qui est le salarié d'agence envoyé chez un client, donc c'est un prestataire, le Pato ou le Baito, qui est un travail à temps partiel, et le Gyoumu qui est l'indépendant ou le freelance. Donc en fait vous avez compris qu'à part le Seishain, tout est relativement instable ou à durée déterminée. Et c'est exactement ça qui se cache derrière ce ratio magique. Oui, il y a plus d'offres que de demandeurs, mais pas pour des CDI. Car si trouver un baito au Japon c'est vraiment fait dans l'heure, trouver un boulot qui possède une perspective d'évolution et d'avenir comme un CDI, eh bien ce n'est pas du tout la même histoire. Surtout qu'au Japon, plus vous restez dans une même entreprise, plus il sera difficile pour vous de la quitter. Pourquoi ? Parce qu'au Japon, le temps est la clé de tout.
Au Japon, dans les entreprises, les performances, c'est important. Mais l'âge, ça l'est beaucoup plus. Tanto, Saburida, Sunin, Kakaricho, Kacho, Bucho, ce sont les différents postes d'évolution lorsque vous êtes dans une entreprise typique japonaise. Très fréquemment, vous allez évoluer au Japon en fonction de l'âge, ou plutôt devrais-je dire en fonction de l'ancienneté dans votre entreprise. Donc changer de société, ça veut dire changer de vie, et donc recommencer tout en bas de l'échelle. Et pour vous prouver à quel point ce phénomène de une entreprise à vie est vraiment ancré dans la tête des Japonais, j'ai une histoire parfaite à vous raconter. Retour en octobre 2006, Fumiyoshi Shimizu est nommé manager d'un combini Lawson 100. À l'époque, ça s'appelait Shop 99. Le problème, c'est que cette montée en grade soudaine, seulement 9 mois après son entrée dans l'entreprise, eh bien, c'est une excuse parfaite pour Lawson de ne pas payer les heures supplémentaires. Fumiyoshi se retrouve alors à compenser les effectifs du magasin clairement en manque de main d'œuvre. Il fait des shifts horribles et se retrouve à cumuler 84 heures de boulot en seulement 4 jours. Ça équivaut quand même à une moyenne de 21 heures de travail par jour. Même si il pouvait switcher d'un coup, c'est que 3 heures de sommeil par jour. Comme on peut s'y attendre, son corps et son esprit ont craqué, il s'est mis en arrêt, mais là où il a vu les vraies couleurs de son entreprise, c'est lorsqu'il a appris qu'aucune heure supplémentaire ne serait payée. Devant ce choc, Shimizu décide d'attaquer en justice son employeur, et après une bataille juridique de plus de 6 ans, il gagne son procès en récupérant une dizaine de milliers d'euros. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que même après qu'une société les traitait ainsi, les bafouait, les fait craquer mentalement et physiquement, eh bien il a voulu retourner dans la même entreprise. C'est pas une blague, il est retourné vraiment exactement là où il travaillait avant. Le principal intéressé explique qu'il estime que l'entreprise a bien changé et il avoue lui-même qu'il n'a pas la motivation de reprendre une carrière depuis zéro. Démissionner, c'est aussi connoté comme une trahison. Alors, non, je ne vais pas vous sortir le traditionnel « les Japonais veulent rester dans l'honneur, c'est pour ça qu'ils ne démissionnent pas », c'est pas ça. C'est plus qu'ils ont peur du jugement des autres et ils ont peur de faire passer leur propre intérêt devant celui du collectif. Et ça, c'est ce qui est le plus profondément ancré dans l'esprit des Japonais. L'idée que l'individu doit passer après le collectif. C'est ce qui permet à plein de choses de fonctionner sans accroc au Japon, mais c'est aussi la source du manque d'individualité et de manque d'affirmation de soi relatif des Japonais. À tel point que prendre la responsabilité de démissionner, l'annoncer directement à ses supérieurs devient quelque chose de totalement inenvisageable pour certains. Voilà pourquoi ceci existe. まずご質問なんですけれども、こちらに依頼をされた理由、またなんで退職しようのかってしたいなと思った理由などお聞きしてもよろしいですか? En effet, au Japon, il existe des sociétés qui proposent des services pour démissionner en son nom. Une personne de cette société va appeler votre supérieur et annoncer sa démission. Ça permet de rester très factuel et d'éviter les menaces ou même les insultes par téléphone. Et par rapport à il y a 10 ans, ce service il est de plus en plus populaire parce que les démissions et les changements d'entreprise sont de plus en plus fréquents par rapport à la période d'avant. C'est un des effets positifs de la pénurie de main-d'œuvre dans le monde du travail japonais. Sauf que parfois, en changeant d'entreprise, on peut tomber sur une mauvaise pioche. Une très mauvaise pioche. Et c'est exactement ce qui est arrivé à la personne que j'ai eu la chance d'interviewer. Elle a travaillé 2 mois dans ce qu'on appelle une black company au Japon avant de se faire mettre en pièces physiquement et mentalement. Le nom de cette entreprise est très connu. C'est une entreprise très populaire qui fait rêver beaucoup de gens au Japon. Mon contact m'avait dit que cette entreprise est très clean. On peut y prendre beaucoup de congés et il n'y a pas beaucoup d'heures supplémentaires. J'ai donc commencé à m'y intéresser. Et lorsque j'ai passé l'entretien, j'ai trouvé que l'ambiance était très agréable. Mais le premier jour, c'est là où ça a commencé. Je me suis rendu aux ressources humaines. Puis à partir de midi, on m'a présenté à l'équipe dans laquelle j'allais être intégré. Je suis donc rentré dans le bureau, mais il n'y avait personne. Je me suis demandé si la personne des ressources humaines allait m'aider, mais elle m'a dit « Ah, il n'y a personne, je vous laisse, bonne chance ». Et elle est partie. Comme je ne savais absolument pas qui étaient mes collègues, je suis resté debout, devant un bureau vide, pendant 3 ou 4 heures. Il y avait d'autres personnes, mais je ne les connaissais pas. Et quand j'ai essayé de leur parler, je sentais que je les emmerdais énormément. Ils ne voulaient pas que je leur adresse la parole. Au bout de 4 heures environ, un responsable d'une autre équipe m'a enfin repéré et m'a demandé si j'étais un nouveau venu. Quand je lui ai répondu que oui, il m'a dit d'un air étonné qu'il ne savait pas qu'il y avait un nouveau. Je me suis demandé qu'est-ce qui clochait. Il m'a alors dit de venir assister à une réunion. Comme les personnes présentes savaient que j'étais nouveau, je pensais qu'elles allaient me saluer, mais elles m'ont complètement ignoré. Je me suis dit que ce n'était pas normal, alors j'ai demandé à pouvoir me présenter à la fin, mais personne n'a réagi.
Et la réunion s'est terminée. Je suis quand même allé au bureau avec tout le monde, mais je me suis aperçu que je n'avais pas de bureau. Et on m'a dit que mon patron n'était pas là. Je me suis demandé quoi faire et environ 2 ou 3 heures se sont écoulées. Mon patron est arrivé vers 19 ou 20 heures, très énervé, et m'a dit « Il n'y a pas de place pour toi, hein ?» Parce que je savais pas que quelqu'un allait venir. J'étais choqué. Il m'a alors dit que je n'avais qu'à rester quelque part dans le coin. C'était le premier jour, mais je suis resté jusqu'à 21 ou 22 heures, alors que je n'avais rien à faire. C'est la culture japonaise, mais on ne peut pas partir à 17h, c'est ça? Je ne peux pas rentrer. En principe, le pays encourage l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'entreprises où cela ne s'est pas amélioré. Le lendemain, la situation est devenue critique. Toujours aucune explication ou information sur mes missions, ou même mon travail. Mais soudain, mon chef m'a dit de faire ceci. Créer le calendrier d'un certain projet. Créer un calendrier à partir de rien? Il a cru que j'étais un médium ou quoi? Quand j'ai demandé des informations sur le projet, on m'a crié dessus, en me disant de me débrouiller tout seul. Je n'avais donc pas le choix. Ce n'est pas efficace, mais en m'excusant auprès des membres de l'équipe qui n'ont rien à voir avec ça, j'ai rassemblé des informations, pièce par pièce. J'ai réussi à établir un calendrier. Bien sûr, je pensais que ce calendrier était forcément erroné. Comme j'étais inquiet, j'ai demandé à mon patron de vérifier si c'était correct ou non, et il m'a gueulé dessus en disant que tout était faux. Et comme il se fâche quand on lui pose des questions, je n'ai pas d'autre choix que de m'excuser. J'ai recommencé la collecte d'informations jusqu'à environ 1h du matin. Et il n'y avait plus de métro, donc je suis rentré en taxi. Mais à 1h du matin, ça veut dire que tout le monde était là encore, par exemple à 23h dans l'open space? Oui, tout à fait. Environ la moitié, oui. Ça fait quand même 12 heures de travail par jour en comptant 1 heure pour la pause déjeuner. Et ça me permet de faire la transition avec l'autre catastrophe que vivent la plupart des salariés. Les heures sup au Japon, c'est tellement banalisé qu'il y a dans les contrats de travail ce qu'on appelle des minashi zangyo, heures supplémentaires présumées. En gros, en fait, votre salaire il va être découpé en 2 parties. Le salaire de base et la partie minashi zangyo. C'est généralement entre 35 et 40 heures, mais ça peut monter jusqu'à 60 heures. Et théoriquement, même si dans le mois vous ne faites pas ces heures supplémentaires présumées, eh bien vous serez quand même payé pour. Vraiment sur le papier ça a l'air fantastique. En gros c'est une sorte de marge que se réserve l'entreprise en cas de gros mois de travail. Sauf qu'au Japon, ça n'existe pas les mois qui ne sont pas des gros mois de travail. Donc cette ligne supplémentaire sur la fiche de paye, c'est un excellent outil de pression pour vous maintenir au boulot. T'es déjà payé pour ces heures, donc c'est le minimum que de les faire. Sauf que si c'était juste pour faire le nombre d'heures qui est marqué sur le contrat de travail, à la limite, voilà bon, ça passe. Mais vous vous doutez bien que les entreprises vont vous demander plus d'heures supplémentaires. Et surtout elles vont faire en sorte ne pas les déclarer. C'est ce qui explique pourquoi d'après le témoignage que j'ai eu et que j'ai lu, ces minashi zangyo sont souvent les signes d'une black company. Mais alors vous allez me demander, est-ce qu'au Japon il n'y a pas juste une loi pour réguler ce nombre astronomique d'heures supplémentaires? Eh bien pour être honnête, avant il n'y en avait tout simplement pas. Mais maintenant, la loi limite à 100 heures le nombre d'heures supplémentaires sur un mois. On sent que le gouvernement japonais veut faire en sorte d'améliorer les conditions de travail dans les entreprises japonaises, mais dans les faits, ça se passe pas comme prévu. Le premier mois, vous avez fait combien d'heures supplémentaires? Probablement 120 heures. C'est aussi très courant. C'est courant au Japon. Le gouvernement encourage actuellement la réduction des heures supplémentaires. Si vous dépassez ce nombre, vous risquez d'être poursuivi en justice, ou vous risquez de recevoir une amende. Alors on déclare que vous avez fini votre journée. Quand on appuie sur le bouton « J'ai terminé », cela reste enregistré dans les données. C'est calculé pour aller jusqu'à la limite autorisée par la loi. Mais dans les faits, on continue de travailler. Mon boss m'a dit de faire ça. Je pense que 20 à 30% des entreprises font ce genre de choses. Au Japon, récemment, il y a une règle qui est passée pour limiter à 100 heures le nombre d'heures supplémentaires, mais vous les dépassiez complètement. J'ai largement dépassé les 100 heures, oui. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vous travaillez aussi le samedi? Les samedis et dimanches. Samedi et dimanche? Moi non plus, je n'arrivais pas à y croire, mais quand on m'a dit de me rendre sur place un samedi, j'ai compris. On m'a dit, c'est normal, non? On est ce genre d'entreprise. Je me suis dit alors, peut-être que c'est seulement le samedi. Puis on m'a dit de venir aussi le lendemain. Le dimanche commence vers 7h du matin et se termine tard le soir dans la nuit. Et je me suis demandé, mais quand est-ce que je vais prendre des congés? Et c'est comme ça que 1 mois entier s'est écoulé. En vérité, selon la loi, on doit avoir un minimum de 4 jours de repos dans le mois. Mais là encore, la magie de l'entreprise opère. Ni le samedi ni le dimanche sont comptabilisés officiellement. Je pense donc qu'il y a beaucoup de mensonges dans les données de l'entreprise.
Donc vous l'avez compris, certes le gouvernement japonais veut faire en sorte de réduire les heures supplémentaires, mais les entreprises, elles, ne réduisent pas la quantité de travail. Du coup, il y a moins d'heures supplémentaires, ça c'est sûr, hein. Mais une fois que les employés rentrent chez eux, eh bien ils continuent de travailler. Et c'est pour ça que depuis la crise du Covid, la majorité des entreprises ont équipé leurs salariés de PC portables pour qu'ils restent bien joignables et efficaces à tout moment. Et encore, dites-vous que ça c'est dans l'optique où les salariés peuvent rentrer chez eux. Parce qu'en effet, dans certaines entreprises au Japon, rentrer chez soi le soir, ce n'est quelque chose qui n'est absolument pas garanti. Combien de fois par semaine vous pouviez rentrer chez vous ? 2 ou 3 jours. Même au Japon, ce n'est pas normal, non ? Ce n'est pas normal au Japon non plus, mais je pense qu'il existe des entreprises comme ça. Je dormais dans les cybercafés à proximité, mais il y a aussi ceux qui dorment directement dans la boîte et qui enchaînent directement le lendemain matin. Je sais que beaucoup, en entendant ça, vont dire « Non mais moi, si tout le monde reste, je m'en fous, hein. Rien à foutre, je me barre à l'heure prévue. Et au pire, je me ferai virer. » Et je vous comprends, parce que c'est trop difficile de vous traduire la pression sociale que subissent les Japonais en une seule vidéo. Non, à son niveau d'expertise, il savait qu'il pouvait retrouver un poste à son niveau dans une autre entreprise. Mais je dois vous informer quand même qu'il y a un autre élément qui a empêché cette personne de partir comme ça, si facilement. Est-ce que c'est par peur de reprendre tout à zéro dans une nouvelle entreprise ? Non. Comme je vous l'ai dit, au Japon, les changements d'entreprise au milieu de carrière deviennent de plus en plus fréquents dû à la pénurie de main-d'œuvre, et en plus à son niveau d'expertise, il savait qu'il pouvait retrouver un poste équivalent à son niveau dans une nouvelle entreprise. Mais alors si c'est pas ça, qu'est-ce qui le bloque ? Je me suis dit que je ne pouvais pas abandonner tout de suite. Les conditions d'embauche sont très strictes au Japon, et si vous démissionnez avant 1 an, on considère facilement que c'est vous le problème. C'est pourquoi à ce moment-là, je me suis dit que je n'avais d'autre choix que de tenir bon pendant 1 an. Et j'ai décidé d'essayer de supporter la situation. C'était tellement bizarre, mais comme personne ne disait que l'environnement était bizarre, au fil des jours, j'ai commencé à me demander si ce n'était pas moi qui avais un problème. Cas classique de la toxicité où on finit par penser que c'est nous le problème. Dans une société comme le Japon où on fait passer le collectif avant l'individu, où il y a peu de reconnaissance sur la santé mentale, où même si la faute est clairement sur l'autre, on peut être impacté directement, eh bien les Black Company se gavent en imposant des conditions de travail inacceptables et des horaires interminables. Mais alors, j'ai essayé de prendre du recul et me demander si toutes ces heures supplémentaires, est-ce qu'elles servent à quelque chose ? Non, je vous le donne en mille, je ne mets aucun suspense, ces heures supplémentaires ne sont pas efficaces. À part à épuiser physiquement et mentalement les travailleurs et à les éloigner de leur famille, elles ne servent à rien. Alors attendez, c'est un peu choquant, comment je peux prouver ça ? Eh bien juste avec le classement de la productivité par pays. Le Japon est loin derrière la France et les États-Unis. Aïe 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 aïe, le Japon est très bas et c'est pas nouveau. Depuis les années 70, le classement n'a pas beaucoup bougé, mais on voit qu'à partir de 2017, c'est très loin de s'améliorer, ça s'enfonce de plus en plus. Grossièrement, ça veut dire que pour 7 heures de travail d'un Français, il rapporte autant que le travail de 11 heures et 13 minutes en moyenne d'un Japonais. Ce qui fait qu'une semaine de 35 heures d'un Français équivaut à une semaine de 56 heures d'un Japonais. Paye ton inefficacité. Ah vraiment, c'est pas très souvent que je peux dire ça, mais on a de grandes leçons à donner au Japon en matière d'efficacité au boulot. Et je suis sûr que vous attendiez pas du tout à ce que je dise que les Français soient plus efficaces que les Japonais. Et pour en rajouter une couche, il ne faut pas oublier que dans ce classement, il y a certainement de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été déclarées. Ouais, vraiment, c'est une catastrophe. Mais alors maintenant, j'ai envie de savoir, pourquoi le Japon, il est aussi inefficace ? Une des raisons, ce sont les pressions à rester au travail pour faire bonne figure et ne pas partir avant le patron, mais de mon expérience personnelle, le vrai problème, il est de l'ordre décisionnel. Tout est toujours beaucoup trop compliqué dans les entreprises japonaises. Le salarié doit demander à son supérieur, qui demande à son supérieur, qui demande à son supérieur, et c'est comme ça que pour une décision toute simple, on doit remonter 4 ou 5 rangs dans les hiérarchies, jusqu'à toucher finalement le grand patron qui sait pas vraiment de quoi on parle, et qui dit bon bah ok, vas-y, faites-le. C'est vraiment un enfer absolu, et apparemment le cliché suivant est réel, c'est qu'il y a des réunions pour fixer la date de la prochaine réunion. Et ça, c'est sans compter toutes les procédures beaucoup trop rigides qu'ils utilisent au Japon. On ne veut surtout pas changer comment on fait parce que voilà, pourquoi arrêter d'utiliser le fax et les CD ? C'est tellement plus efficace. Vraiment, la perte de temps dans les procédures au Japon, elle est excessive et ça se retraduit même dans la pop culture. Dans le film Shin Godzilla, on voit qu'à cause de l'organisation à la japonaise, qui nécessite de tout faire valider par tout le monde, les Japonais ont systématiquement un gros train de retard par rapport à la créature. Et pour vous illustrer vraiment à quel point il y a des choses stupides dans les entreprises, faut que je vous parle du poussiérage de dossiers. Je vous donne un exemple, je voulais tourner au marché de poissons de Toyosu. J'avais déjà tourné là-bas grâce à l'aide d'un poissonnier, j'avais eu accès au patron de la poissonnerie directement, donc tout s'est débloqué très vite. Il nous a prêté un uniforme, une casquette, on a même pu aller dans des zones totalement interdites. Mais lorsque j'ai voulu y retourner pour aller dans la salle des enchères au thon, là j'étais obligé de passer par le système classique. On a formulé une demande, rempli des papiers, en répondant à plein de questions au téléphone, et au bout d'un
moment, j'ai demandé à mon fixeur Tchikoma-san qui s'occupe de l'organisation de ces tournages-là s'il nous posait pas un nombre de questions incalculables juste pour nous faire abandonner l'idée de tourner là-bas. Parce qu'il commençait à nous mettre des conditions de tournage de plus en plus bizarres. Pas parler face à la caméra, ne pas changer l'angle de la caméra une fois qu'elle est fixée. Qu'est-ce que c'est que ça? Plusieurs semaines passent, la date est prise et Tchikoma-san a un dernier rendez-vous téléphonique à 10h. Et le responsable a bien précisé que ce serait lui qui appellerait Tchikoma-san à 10h. 10h30, toujours pas de coup de fil, donc à 11h, Tchikoma-san décide d'appeler lui-même le responsable. Tout ça pour qu'à l'autre bout du fil, une voix désagréable lui annonce « Vous n'avez pas appelé à 10h, donc nous annulons le projet ». Très clairement, ils n'avaient jamais eu l'intention de nous laisser tourner, mais ils nous ont fait mariner, alors qu'ils auraient très bien pu nous dire non dès le début, et c'est pas grave, on serait passé à autre chose et on aurait trouvé un autre marché, et c'est exactement ce qu'on a fait. Mais du coup, ça me fait beaucoup rire des articles comme celui-ci, ou encore des posts sur les réseaux sociaux, qui vantent les merveilleuses techniques japonaises pour optimiser sa productivité. Clairement, qu'ils n'hésitent pas à les appliquer eux-mêmes. Après des règles, ils en appliquent, mais c'est pas forcément toujours les bonnes. J'ai déjà parlé des règles stupides qui encadrent le travail au Japon, surtout pour les femmes. Les hauteurs de talons réglementaires, le maquillage obligatoire, les lunettes interdites pour les femmes qui doivent toujours servir le thé aux clients ou décrocher au téléphone. Et c'est pas que dans le monde du travail, c'est aussi avant, durant les études. Rappelez-vous, il y a quelques années au Japon, il y a eu un énorme scandale sur une discrimination dans les examens d'entrée en médecine. Certaines universités de médecine mettaient tout simplement des points malus aux femmes. La justification de ces universités, c'est qu'une grande partie des femmes au Japon arrêtent leur carrière après s'être mariée ou avoir eu un premier enfant. Et donc avoir une baisse d'effectifs significative dans le corps médical était non négociable, raison pour laquelle ils avaient mis en place ce système inégalitaire. Si vous découvrez ça aujourd'hui, bienvenue au club, je trouve ça absolument lunaire. Je comprends tout à fait que le problème on ne peut pas l'ignorer, mais ce qui était quand même assez choquant, c'est que la majorité du corps médical japonais était relativement d'accord avec cette règle de malus. Alors les points malus ont disparu, mais encore aujourd'hui, 32,1% des femmes quittent leur emploi stable après le mariage. Et parmi celles qui restent, 30,5% quittent leur emploi stable une fois qu'elles ont un premier enfant. Donc au total, c'est un peu moins de la moitié, soit 47,2% des femmes qui maintiennent leur carrière après ces événements. On est d'accord pour dire que c'est quand même énorme, mais à cette information je dois apporter deux nuances. La première, c'est qu'en réalité elle n'arrête pas totalement de travailler, parce qu'aujourd'hui le salaire du mari ne parvient pas à soutenir tout le foyer japonais, en tout cas dans la majorité des cas, ce qui fait que beaucoup de femmes ou de mamans vont avoir ce qu'on appelle des baito, des travails à temps partiel. Et le second point qui apporte beaucoup de nuances, c'est le harcèlement au travail subi par les femmes lors de leur grossesse. C'est hardcore. Une femme enceinte sur 4 déclare avoir subi du harcèlement lié à sa grossesse. Et c'est d'ailleurs pas la seule forme de harcèlement. Il y a le pawahara, le harcèlement lié à l'abus de pouvoir, présent autant chez les femmes que chez les hommes, le sekuhara, le harcèlement sexuel, présent 3 fois plus chez les femmes que chez les hommes, et le nouvel harcèlement dont on entend pas mal parler récemment au Japon, il s'agit du kasuhara, contraction de Customer Harassment. Ce sont tout simplement lorsque les clients deviennent les harceleurs. Ils profitent de la passivité et du fait que le client soit roi au Japon pour abuser de leur position. C'est assez intéressant parce que je pense que si tu prends les mêmes japonais harceleurs et que tu les mets en face d'un commerçant français, bizarrement je pense qu'il ne va pas réagir de la même manière. Quoi qu'il en soit, en plus de faire de la prévention sur les différents types de harcèlement au travail, certaines entreprises japonaises organisent des séminaires pour faire relâcher la pression à leurs salariés. Oui, ce sont des petits ateliers pour pleurer, littéralement, et c'est parce qu'on a découvert au Japon que pleurer permettait de relâcher plus la pression que n'importe quelle autre activité. J'aime bien comment ça part d'une bonne intention et finalement c'est un peu pour augmenter la productivité de tout le monde. Et certes, je comprends que ça puisse paraître ridicule, mais c'est toujours beaucoup mieux que de se réfugier dans l'alcool. Et on ressent quand même qu'à travers tout ça, au Japon, la norme c'est de vraiment toujours tout garder pour soi jusqu'au bout. Ce qui fait que même dans les black company où la situation est totalement abusive, eh bien on n'arrive même pas à s'en rendre compte. Quand et comment vous avez senti lorsque votre corps et votre mental a complètement lâché ? En réalité, je ne m'en rendais pas compte moi-même, mais les gens autour de moi ont commencé à s'inquiéter. Un soir, j'avais prévu de voir un ami. Bien sûr, à cause du travail, je suis arrivé avec 3 heures de retard. Et quand je l'ai vu, j'ai soudainement fondu en larmes. Je n'étais ni triste, ni heureux. Je n'avais aucun sentiment, mais je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive ? Mon ami a vu ça et m'a dit que c'était bizarre, que c'était vraiment bizarre. Mais j'ai ignoré ça. Ça doit être mes yeux qui sont un peu fatigués. Mais en fait, ça s'est reproduit plusieurs fois. Après ça, la même chose s'est produite dans le train, avant d'aller au bureau. Et c'est là que j'ai remarqué que j'avais beaucoup de mal à respirer. À certains moments,
J'étais vraiment en panique. À ce moment-là, vous n'aviez pas encore conscience que c'était à cause de votre travail. Je n'y pensais pas du tout. Je pensais que j'avais attrapé un rhume ou que je n'étais juste pas en forme. J'ai donc décidé d'aller à l'hôpital. À ce moment-là, je pensais encore sincèrement être en bonne santé. Mais à l'hôpital, on m'a dit que j'étais sévèrement malade. Ce fut un choc. C'est donc finalement lorsque j'ai reçu le certificat médical du médecin que j'ai pris conscience de la situation. Shigoto no hōshū wa shigoto. La récompense du travail, c'est le travail. C'est un dicton japonais qui résume bien la mentalité de ces entreprises. Durant l'interview, cette personne m'a aussi expliqué que l'entreprise avait fait une magouille pour faire en sorte que son salaire soit divisé par 2. Oui, même au Japon, c'est totalement illégal, mais vous allez voir qu'en matière d'illégalité, cette entreprise n'a clairement, mais alors clairement pas froid aux yeux. J'ai demandé à prendre des congés. Au Japon, en temps normal, quand il y a une certification médicale, en le présentant, on peut prendre 1 ou 2 mois de congé. Mais la réponse de mon entreprise, ça a été « Tu peux venir demain ?» C'est là que j'ai enfin compris que cette entreprise était bizarre. Quand j'ai dit que je voulais prendre un congé, on m'a répondu que ce n'était pas possible. Comme la loi nationale autorise les congés, quand j'ai insisté, on m'a alors menacé de mettre mon nom sur une liste noire si je quittais cette entreprise. Ça a été un choc énorme. On m'a aussi demandé de payer une amende, mais je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Ils m'ont dit que si je prenais des congés, je devais payer à l'entreprise un supplément correspondant au nombre de jours pris. C'était complètement absurde. J'ai appelé le bureau des normes du travail japonais pour leur demander si c'était vrai, et ils ont été surpris. Ils m'ont répondu « Non, c'est strictement impossible. Quelle entreprise vous dit cela ?» Quand je leur ai donné le nom de l'entreprise pour laquelle je travaillais, ils m'ont répondu « Ah, cette entreprise-là, je comprends mieux. » C'est effrayant. Le fait qu'ils soient au courant rend la situation encore plus grave, je trouve. Ah, mais ce que j'ai compris à partir de là, c'est qu'en fait, ils ont déjà lancé une investigation. Il y a donc de fortes chances qu'un scandale éclate l'année prochaine. C'est tout à fait possible. On dit justement que quand on dépasse les 80 heures d'heures supplémentaires, le risque de mourir par épuisement est très élevé. Ah bon? Alors j'aurais pu mourir. Matsuri Takahashi, Miwa Sado, Shingo Takashima. Ce sont des noms de personnes qui ont eu moins de chance que mon interlocuteur. Ces japonais ont été reconnus officiellement comme étant mortes par karoshi, la mort par le surmenage. Il y en a environ 200 par an qui sont officiellement reconnus par le gouvernement japonais, mais on estime que dans la réalité, il faut multiplier ce nombre par 10. La mort peut survenir par suicide ou par arrêt cardiaque. Elle avait toujours ses 3 téléphones portables avec elle quand elle travaillait. Et quand elle est décédée, elle tenait ce portable comme ça dans la main. On parle ici de Miwa Sado, une journaliste à la NHK qui avait comptabilisé plus de 159 heures supplémentaires déclarées avant de faire un arrêt cardiaque. Mais ce qui est écœurant dans cette affaire, c'est que la NHK a rapporté cette histoire seulement 3 ans après les faits. Et ce n'est pas un cas isolé, et souvent les familles des victimes doivent se battre pour faire en sorte que la mort de leurs proches soit considérée comme un karoshi. Et même quand ils y parviennent, le combat ne fait que commencer. Car si vous pensiez que les Japonais étaient derrière les victimes et les familles de victimes pour les soutenir, vous vous êtes bien trompé. À l'époque, concernant le karoshi de Matsuri Takahashi, un professeur à l'université de Musashino avait déclaré ceci: « Il est lamentable de voir une personne se suicider simplement parce qu'elle a fait plus de 100 heures supplémentaires mensuelles. Si vous avez la ferme volonté d'accomplir votre travail professionnellement, vous ne comptez pas les heures supplémentaires. » Ces propos ont suscité un tollé et il a été forcé de s'excuser, mais il trahit que trop bien la mentalité de certains Japonais quant au travail. Ils pensent, et beaucoup de Japonais pensent, que pour redresser la situation économique du Japon, il faut travailler plus, encore plus d'heures, vraiment plus. Alors qu'il faudrait réfléchir à rendre plus efficace le travail de chacun. Et c'est vrai qu'ici, je vous ai dressé un tableau relativement négatif du travail au Japon, en vous illustrant ce qui peut se produire et pas nécessairement ce qui va se produire. Même au Japon, bien sûr, il existe des bons cadres de travail. Mais force est de constater que la culture d'entreprise japonaise a encore un long chemin à parcourir avant de concilier ne serait-ce qu'un peu la vie professionnelle et la vie privée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, vraiment l'interview a été tellement enrichissante, je suis vraiment très content de l'avoir eu, comme ça vous avez vraiment un point de vue interne au Japon, et pas seulement du blabla théorique de ma part. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ça vous a plu, je vous dis à la prochaine, tchuss.